Journée diplomatique marathon ce mercredi au palais de la présidence de la République. 7 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo ont remis leur lettre de créance au chef de l'État. Les autorités gouvernementales du Togo en état d'alerte maximale face à la menace de la maladie à virus Ebola. Le Premier ministre a visité ce matin l'un des dispositifs de prise en charge mis en place par les responsables sanitaires pour écarter tout risque de propagation de la maladie en cas d'apparition dans le pays. Enfin, la maire constate d'une délégation des ministères des Travaux publics et des Transports et de l'administration territoriale en visite sur le chantier de construction du grand contournement de Lomé. Des riverains dénués de tout sens de civisme posent des actes susceptibles de nuire gravement à la circulation et à la qualité de la voie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. 7 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires des pays amis du Togo viennent de prendre leurs fonctions à Lomé. Les ambassadeurs du Royaume-Uni, du Venezuela, du Canada, de Colombie, du Burkina Faso, du Mali et de la Suisse ont remis l'un après l'autre leur lettre de créance ce matin au président de la République lors d'une série d'audiences que celui-ci leur a accordé. Silver Aboudou, qui était sur place, a capté l'événement. Voyons dans le compte-rendu qui nous en fait l'entrée au palais présidentiel des 4 premiers diplomates que le chef de l'État a reçus. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni au Togo a pour nom John Benjamin. Il est le premier à franchir ce matin les grilles du palais de la présidence de la République. Le Togo et la Grande-Bretagne entretiennent de très bonnes relations d'amitié et de coopération. Le diplomate britannique se dit engagé à travailler pour renforcer la coopération entre son pays et le Togo. Et je suis venu pour tisser des liens plus étroits entre le Togo et le Royaume-Uni. C'est pour nous une fierté. Nous avons discuté la collaboration togolaise-britannique dans le sujet de la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre le braconnage et aussi la coopération à travers de la Union européenne. John Benjamin a déjà occupé plusieurs postes de responsabilité avant d'être nommé ambassadeur du Royaume-Uni au Togo. Il est marié et père d'un enfant. Il parle le français, l'anglais et a pour résidence le Ghana. Alejandro Israel Correa Ortega est le deuxième ambassadeur accueilli sur le perron du palais de la présidence de la République. Il est de nationalité vénézuélienne. Après la remise de ses lettres de créance au chef de l'État, le diplomate vénézuélien s'est engagé à travailler pour le développement du secteur de la santé et celui de l'éducation au Togo. Pour le prochain futur, Venezuela et Togo va continuer les coopérations pour la santé, pour l'éducation, pour la coopération in all domains de mutual interest pour le Togo en Venezuela. Détenteur d'une maîtrise en administration publique, Alejandro Israel Correa Ortega
a mené des études en géopolitique des ressources énergétiques, en sécurité, défense et développement intégral et en diplomatie. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au Venezuela. Avec pour résidence au Bénin, il parle le français et l'espagnol. Christopher Torlé a reçu les mêmes honneurs militaires sur le perron du palais de la présidente de la République. Il est ambassadeur du Canada au Togo. Le commerce est le secteur clé que le nouvel ambassadeur compte fructifier pour approfondir les relations entre le Togo et le Canada. Un sujet au cœur des échanges avec le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Nous avons des relations très positives entre le Canada et le Togo, mais les relations sont un peu faibles. Il faut accroître nos relations, d'après moi et d'après notre pays. Donc nous avons une occasion maintenant, je pense, pour rétablir nos relations, surtout les relations commerciales entre les deux pays. Et le président et moi parler au sujet de ça et d'autres choses aussi. La candidature de Mme Michaëlle Jean comme secrétaire générale de la francophonie et en charge de soutien de tous les membres de la francophonie, y compris le Togo. En 1983, le diplomate canadien Christopher a étudié la science politique avant l'obtention de sa maîtrise en administration publique en 1985. Après les affaires étrangères, Christopher a été en charge de la coordination du développement et de la politique commerciale sur l'investissement. Depuis 2010, il a occupé le poste d'ambassadeur du Canada en République des Philippines. La Colombie, avec son nouvel ambassadeur Claudia Turbay Quintero, veut aussi rendre plus dynamiques ses liens d'amitié et de coopération avec le Togo. Madame Claudia entend accompagner le Togo dans le développement des secteurs miniers, touristiques et agricoles. Nous avons beaucoup de possibilités pour développer bonnes relations, mais debout, nous devons savoir que nous sommes un pays avec amis, que nous trouverons ensemble bonnes opportunités. Nous avons parlé de le tourisme, par exemple, de l'économie, de l'agriculture. La Colombie, le Togo, par exemple, sont les deux produits café, cacao, le coton aussi. Mais Togo a une production meilleure de coton que la Colombie. Mais nous avons dans cet secteur les possibilités de travailler. Aussi, le Togo, c'est un pays de production de phosphate, c'est la minière. La Colombie aussi, c'est un pays minière. Nous avons aussi parlé du développement de les jeunes personnes, de l'éducation, la culture. Nous avons sincèrement beaucoup de possibilités. Le diplomate colombien a obtenu, après ses études en sciences humaines, en journalisme et en art, le diplôme de master en langue caraïbe et en latin. Elle a été ambassadeur de la Colombie en Allemagne, en Suisse,
puis en Uruguay. Vous venez donc de suivre la première vague des cérémonies de remise de lettres de créance que le président de la République a accordé aux nouveaux ambassadeurs du Royaume-Uni, du Venezuela, du Canada et de Colombie. L'ambassadeur de Colombie, Madame Claudia Terube Quintero, parti. Leurs excellences Clémence Traoré, sommet du Burkina Faso, Konandi Aissata Koulibaly du Mali et Gerhard Brugger de la Suisse lui succéderont. C'est Esther Laclé qui nous fait le compte-rendu de cette dernière cérémonie de remise de lettres de créance. Les relations diplomatiques entre le Togo et le Burkina Faso datent de plusieurs années. Elles sont au beau fixe. Et le nouvel ambassadeur Clémence Traoré Sommet affiche sa détermination de les voir s'intensifier. Le renforcement des travaux de la commission mixte de coopération est l'ambitieux programme que le diplomate burkinabé compte développer pour faciliter l'interconnexion et les échanges entre le Burkina Faso et le Togo. Avec les voisins, on trouve quelquefois des choses qu'on va chercher beaucoup plus loin et nous pensons que si nous nous asseyons ensemble pour échanger, nous pouvions trouver des axes de coopération beaucoup plus importants. Et le chef d'État également nous a présenté ses condoléances pour le crash dans lequel un nombre important de nos compatriotes ont perdu la vie. Titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, option gestion des entreprises, Clémence Traoré Sommet a été ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale, chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Elle a également occupé d'autres postes de responsabilité dans son pays. Elle parle français et anglais. Comme ses prédécesseurs, Konandi Aissata Koulibaly, ambassadeur du Mali au Togo, observe le même cérémonial d'accueil à son arrivée au palais de la présidence de la République. Après avoir loué les efforts remarquables, le leadership des forces armées togolaises au Mali, le diplomate malien a laissé entendre qu'elle s'investira davantage pour insuffler une nouvelle dynamique dans les relations de coopération entre son pays et le Togo. Vous savez que le Mali est un pays de l'Interland qui n'a pas débouché donc sur la mer et qui a vraiment besoin du Togo. Et le port de Lomé joue un rôle éminemment important dans l'économie malienne. Mais nous allons nous employer à diversifier cette coopération dont les bases essentielles existent déjà. Et je pense qu'on va y arriver. Titulaire d'une maîtrise en droit obtenue à l'École nationale d'administration du Mali, Aissata Koulibaly s'est perfectionnée en diplomatie au Caire, puis au ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Fonctionnaire au protocole de la République du Mali et à la direction de la coopération internationale de 1982 à 1984, elle a également exercé dans d'autres départements diplomatiques dans son pays. Elle a été ambassadeur du Mali au Ghana, au Bénin et auprès de la Banque ouest-africaine de développement. Le diplomate suisse Gerhard Brugger est le dernier ambassadeur qui a présenté son accréditation au chef de l'État Faure Gnassingbé.
Arrivé il y a 3 mois au Ghana, son pays de résidence, l'ambassadeur de Suisse au Togo, Gerhard Brugger, veut promouvoir le développement du secteur privé entre la Suisse et le Togo. Je compte être présent pour le développement économique, soutenir les compagnies suisses qui désirent investir au Togo, être à leur service quand il s'agit vraiment de faciliter leur travail, les contacts avec le milieu officiel, mais surtout aussi avec le secteur privé. Après ses études d'ingénieur industriel, il effectua plusieurs années dans le secteur privé, expérience qu'il a conduite à Marseille, à Londres et dans bien d'autres pays où il a dirigé le bureau de promotion du commerce. Il a été observateur militaire de l'ONU en ex-Yougoslavie, assurant le commandement des troupes. Le Togo aussi vient d'envoyer un nouvel ambassadeur auprès d'un pays ami. Il s'agit du Royaume de Belgique. C'est un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui annonce la nouvelle. Ainsi, M. Mbeu Kokunayo, précédemment en poste à la mission permanente du Togo auprès des Nations Unies à New York, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près le Royaume de Belgique et auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Par ailleurs, le chef de l'État a adressé des télégrammes de félicitations à des homologues. Il s'agit de M. Didier Burkhalter, président de la Confédération suisse, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et Dr Boni Yahi, président de la République du Bénin. À tous ces chefs d'État, le président de la République exprime son dur souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre leur pays et le nôtre se renforcer davantage. Les autorités togolaises prennent la menace de la maladie d'Ebola très au sérieux. Le virus dont les ravages se sont jusqu'ici limités à quelques 3 pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone, a traversé notre territoire récemment pour aller frapper au Nigeria. Dimanche dernier, c'est à une fausse alerte que les autorités sanitaires ont dû faire face, déclenchant du coup le dispositif d'alerte que le gouvernement compte maintenir en état de veille actif. Il s'agit maintenant de donner la priorité à la prévention afin d'éviter toute propagation de l'épidémie au cas où celle-ci viendrait à s'introduire sur notre territoire. C'est ainsi que des centres d'isolement ont été mis en place. Ce matin, le Premier ministre Artem Selagodia Oumezounou s'est rendu dans l'un de ces centres aménagés au CHU Campus de Lomé. Voyons le reportage d'Aliou Urochichiri et d'Élysée Kodo. La fièvre hémorragique à virus Ebola, qui sévit dans certains pays de l'Afrique occidentale, est réputée très contagieuse et mortelle. Et face à la recrudescence de la pandémie, dans les foyers d'apparition en Afrique de l'Ouest, les responsables des différentes structures impliquées et le gouvernement togolais ont pris des mesures urgentes et préventives, dont le centre d'isolement destiné à accueillir d'éventuels cas. Pour le chef du gouvernement, il s'agit d'anticiper sur les mesures pour que le Togo soit protégé de cette maladie. Il faut dire que depuis le mois d'avril, nous avons mis en place un mécanisme de prévention, de riposte et aussi un centre pour prendre en charge ceux qui seraient suspects ou qui seraient malades. Donc je suis venu visiter ce centre pour montrer que nous passons à une autre étape supérieure, c'est-à-dire que tout le dispositif est aujourd'hui disponible et mis en place et que les médecins, les personnels soignants, tout est disponible pour que, au cas où il y avait par malheur un cas de ce genre, nous puissions le prendre totalement en charge. Donc il est important de savoir que les dispositions existent et que toute personne qui aurait les signes dont on a parlé ne se gêne pas d'informer les centres de santé les plus proches ou en tout cas de se présenter ici pour qu'on puisse effectivement vérifier le prendre en charge le cas échéant. Donc il est important que toute la population soit rassurée que toutes les dispositions existent pour que nous évitions une épidémie parce qu'il faut prendre les gens en charge dès le début, il faut aussi une réponse, il faut une prévention et tout cela est mis en œuvre avec l'appui de nos partenaires notamment de l'OMS et tout ça se fait pour que nous puissions rassurer la population. Pour le personnel médical, ce centre a été équipé pour une meilleure prise en charge d'éventuels cas détectés. Le Togo dispose des centres d'isolement. Celui que nous visitons ce matin, c'est le centre d'isolement de la région maritime. Et donc, au niveau de toutes les régions du pays, il est prévu un centre d'isolement, un centre de prise en charge de malades pour toutes les régions. Donc, ce centre comporte 2 grandes parties. Une partie aseptique qui est propre,
qui est réservé à l'administration du personnel médical et à la conservation des produits de prise en charge. Et l'autre partie qui est réservée à la partie de malades, où lorsque les malades arrivent, ils vont directement là-bas. Donc il est pris en charge, le malade qui arrive est pris en charge à ce niveau, et il y a un circuit approprié pour que le soignant ne se mette pas en danger et que le malade ne contamine pas excessivement son entourage. L'Organisation mondiale de la santé OMS, qui soutient le gouvernement togolais dans la prévention de la maladie, se dit satisfaite de la réactivité et de l'ensemble des mesures mises en place par les autorités togolaises. Pour le moment, il n'y a pas de cas d'Ebola au Togo, donc il n'y a pas lieu de paniquer outre mesure. On est à un stade de préparatif et de veille active. Et c'est pour ça qu'il y a toute une série d'activités qui sont mises en œuvre, notamment l'installation de centres d'isolement pour des cas éventuels d'Ebola. Je pense que le système est en train d'être mis en place pour que le Togo soit en mesure de prendre en charge un cas d'Ebola, tout en maintenant le personnel soignant en sécurité. Déjà, en ces périodes de surveillance et de sensibilisation, des ambulances sont disponibles. Une panne technique survenue sur notre appareil synthétiseur nous empêche d'afficher les noms des personnes interviewées. Veuillez nous en excuser. J'espère que vous en reconnaissez quand même quelques-unes. L'éradication de l'épidémie de la maladie à virus Ebola reste aujourd'hui l'un des défis majeurs que les autorités du Togo doivent relever. L'Organisation ouest-africaine de la santé, institution sous-régionale qui célèbre justement ce mercredi sa 27e journée, doit s'impliquer dans la lutte. Elle qui s'est fixée pour mission d'attirer l'attention des décideurs sur l'obligation qui est la leur de fournir des soins de qualité à leurs administrations et doit contribuer donc à leur bien-être en matière sanitaire. Comment peut-on dire? Instrument proactif d'intégration régionale en matière de santé, l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, élabore et exécute des interventions et des programmes à grand impact au sein de la communauté. Et ceci à travers la collecte, l'évaluation et la dissémination de l'information, la promotion de la coopération et de la coordination, entre autres. Pour la 27e journée de cette institution, les responsables appellent les décideurs des pays membres à définir de nouvelles stratégies en vue de garantir aux populations des soins de qualité et équitables. Selon eux, malgré des efforts en matière de santé, des populations restent encore vulnérables. D'où le thème « Couverture sanitaire universelle, enjeux, défis et opportunités » retenu pour la circonstance. Malgré les efforts, beaucoup reste à faire. Je vais prendre seulement le cas de notre pays. Plus d'un an au moins, nous bénéficions de la couverture sanitaire universelle. C'est dit universel, mais pour le moment, c'est uniquement les fonctionnaires qui sont concernés. Vous avez par exemple à faire des analyses de 30 000 francs ou bien 40 000 francs. Vous ne payez que 8 000 francs. Ça fait beaucoup. Mais pour le moment, c'est uniquement les fonctionnaires. Donc, vous voyez l'enjeu. Et cet enjeu-là, ça doit profiter aussi à ceux qui sont para, à ceux qui sont privés, à ceux qui sont en milieu rural. D'où, il y a encore des défis à relever. Toutefois, cette initiative des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de collaborer pour l'amélioration de l'état de santé des populations ne saurait réussir si les populations à la base ne s'y impliquent en adoptant des comportements responsables. Le pays s'est constitué, n'est-ce pas, des personnes. Et donc, c'est l'adhésion de toutes les personnes, de tous les membres de la communauté de ces pays-là qui constituent un élément important. Et encore en Afrique, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle alors cette solidarité-là, solidarité africaine, qui permet de pouvoir s'entraider lorsque nous avons de ces grands défis. L'OAS, dans la mise en œuvre de son programme, a permis l'harmonisation des curricula de formation des professionnels de la santé pour faciliter la circulation des ressources humaines en santé dans la région, la mise en œuvre du projet de coopération transfrontalière de lutte contre les maladies. C'est dans ce sens que l'OAS attire l'attention de tous sur les mesures préventives recommandées pour lutter contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola.
Je le disais en titre, l'indignation des responsables des ministères des Travaux publics et des Transports de l'administration territoriale à propos de certaines pratiques ayant cours le long de la grande voie de contournement de la ville de Lomé. À peine les travaux achevés à certains endroits que des riverains commencent à poser des actes d'incivisme, obstruction de la voie, vandalisme, déversement d'ordures ménagères de produits nocifs pour le bitume. Une délégation des 2 départements ministériels en tournée ce matin sur le chantier en a fait l'amer constat. Esther Laclé. Des grands travaux initiés et mis en œuvre par le chef de l'État Fort Essozimna Nyasingbe a pour résultat la construction des infrastructures routières modernes sur l'ensemble du territoire national. Et le ministère des Travaux publics, dans son programme d'action, a mis en place une stratégie de redressement et de relance du secteur des transports routiers. Le bitumage du grand contournement de la route nationale numéro 1 à Lomé fait partie de ces projets d'aménagement. Malheureusement, l'usage que font certains citoyens de ces infrastructures laisse à désirer. À Agoué, à Douba, par exemple, des espaces sont transformés en dépotoirs sauvages. À Kélegougan, une société a commencé à démolir les ouvrages pour réaliser ces travaux. Certains riverains remblaient les voies pour se frayer un passage. Conséquence, les inondations comme ici à Atiégou. Une délégation des ministères des Travaux publics et de l'administration territoriale était sur les lieux en vue de sensibiliser une fois encore les populations. Les gens sont en train de qualifier que maintenant nous sommes en train de faire de bonnes routes, nous sommes en train de faire un grand contournement qui permet de quitter Simtogo jusqu'à Gouezongo en 15 minutes, en moins de 15 minutes. Et ça c'est fabuleux. Pour tous les usagers, tout le monde est content de cette route. Mais tout le monde ne s'y met pas pour protéger cette route. La route n'est pas encore réceptionnée. Les travaux ne sont pas encore achevés. Mais les gens ont commencé par vandaliser ce joyau combien important, combien cher. Parce que le gouvernement a dépensé plus de 5 milliards de francs CFA pour dédommager les riverains afin que nous puissions implanter cet ouvrage que vous voyez ici. Les travaux ont commencé le 18 septembre 2010. Ils ne sont même pas terminés et certaines personnes effectuent leurs opérations en pleine chaussée en détruisant les routes comme ces mécaniciens à Ahadikota ou à Simtogo. La voie appartient à l'État. La voie est un mépris, c'est-à-dire ne pas l'occuper de façon anarchique. Donc tous ceux qui seront tentés de l'occuper seront punis selon la loi. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été dépensés pour réaliser cet ouvrage exécuté à plus de 94%. Il sera livré en octobre prochain. Pour des populations qui ont longtemps rêvé ce développement prôné par le chef de l'État, une prise de conscience collective s'avère indispensable pour entretenir les réalisations. Le grand contournement de la route nationale numéro 1 mesure 14 km 100 et relie la zone portuaire à la sortie nord et nord-ouest de Lomé sans passer par le centre-ville. Ce journal va légèrement déborder. Densité de l'actualité nationale oblige. Les autres cas d'incivisme constatés et dénoncés par tous sont ceux qui sont l'œuvre des usagers de la route, particulièrement les conducteurs de poids lourds, dont certains ont pris la vilaine habitude de violer la réglementation en vigueur en matière de chargement des marchandises. Ceux-ci ont fait de la surcharge leur principe de base. Ce phénomène est à l'origine de la recrudescence des accidents dans lesquels ces véhicules sont souvent impliqués. Des mesures sont désormais envisagées pour y mettre fin. Il s'agit entre autres du contrôle de ces poids lourds et de leur chargement à l'essieu. Rachel Aopo nous en dit plus sur ces mesures. Un seul essieu de 12 tonnes peut provoquer la déformation d'1 million de véhicules de poids léger. Et la surcharge adoptée par ces gros camions impacte négativement sur la qualité des routes et leur durée de vie, ce qui engendre de nombreux accidents de la route. Face à cette situation dangereuse, les pouvoirs publics mettent le paquet pour réglementer la circulation des engins lourds, ceci à travers une kyrielle de mesures sécuritaires et de contrôle. C'est de faire obligation à toutes les sociétés, à tous les opérateurs qui exploitent des plateformes de plus de 200 000 tonnes par an à se doter des pèse-essieux déjà au départ, systématiquement. Au niveau des postes de pesage, nous devons
mettre des postes de contrôle à côté. Au lieu que les véhicules avancent jusqu'au péage avant de constater qu'il est hors gabarit ou bien qu'il a mal chargé, il y a des caméras que nous allons mettre à près de 200 mètres des postes de péage pour pouvoir lire tous ces éléments dès que le véhicule entre dans le rayon de la caméra. Ce qui nous permet d'arrêter ce véhicule avant même le poste de péage et de l'obliger à procéder à un délestage de sa marchandise. À partir du 1er août prochain, et systématiquement, nous allons procéder au contrôle. Les forces de sécurité sont préparées pour cela. Toutes ces dispositions permettront désormais de mieux gérer le déplacement des gros porteurs et de sauver des vies humaines. À cela s'ajoute la mise en place d'un vaste programme de sécurité et de sûreté du transport aérien et maritime. Des efforts qui ont été salués par les acteurs internationaux des transports. La dernière fois à Dakar, au cours du mois de mai, notre pays a reçu un prix qui le place meilleur aéroport en ce qui concerne la sécurité et la sûreté en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la Commission africaine de l'aviation civile qui a décerné ce prix à notre pays. Puis, au début du mois courant à Niamey, lors de la 55e réunion du comité des ministres de tutelle de la SECNA, notre pays a reçu les félicitations de l'OACI pour l'ensemble des efforts qui ont été entrepris dans le sous-secteur aérien. Dans le sous-secteur maritime, il y a également des réformes qui se poursuivent pour accompagner justement le développement du port. Les précautions prises par rapport au transport à l'essieu répondent à la directive numéro 14 de l'UEMOA relative à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle du gabarit et de la charge à l'essieu des véhicules poids lourds. Le port et les principales plateformes génèrent un trafic de plus de 200 000 tonnes par an. Les membres du comité de pilotage du projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Lomé ont tenu leur première réunion cet après-midi. Ce projet qui tient à cœur au gouvernement est un volet du programme de modernisation de la justice destiné à faire de la justice togolaise un instrument au service du développement à travers la création en son sein de véritables chambres commerciales chargées de traiter efficacement et avec célérité le contentieux commercial. Isidore Koubatine. Après le lancement du projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et la cour d'appel de Lomé le 7 mars dernier, le maillon savant chargé de piloter le dit projet s'est réuni pour présenter le schéma devant aboutir à la réalisation de cet ambitieux projet qui veut faire de la justice togolaise un axe de développement. Cette réunion nous permet, n'est-ce pas, de faire le point des activités qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre du projet ici chez nous, et puis de proposer les solutions qui devraient nous permettre d'avancer dans la mise en œuvre de ce projet. Et nous, en tant que ministre de la Justice, nous ferons le devoir de faire le plaidoyer nécessaire pour que les administrations qui sont concernées puissent faire les diligences nécessaires pour nous permettre d'avancer. La justice togolaise a fait du chemin et elle se doit aujourd'hui d'être modernisée. Une vision que porte le projet et qui veut limiter les risques et pertes de dossiers, permettre la traçabilité et la maîtrise des échanges avec l'administration judiciaire et même garantir une amélioration significative du climat des investissements au Togo. Ainsi, le pari de l'avènement d'une justice de qualité sera gagné. Demain sera une journée aux couleurs de la femme africaine. Pour la 52e fois depuis les indépendances, les acteurs de la lutte pour la promotion des droits de la femme vont faire entendre leur voix à propos de la place de la gente féminine dans la société. Cette année, les réflexions vont porter sur le rôle des femmes et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies. Pour la circonstance, la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Mme Dédé Arofé-Okoué, a adressé un message à la population appelant les uns et les autres à œuvrer pour une plus grande représentativité des femmes dans ces secteurs autrefois réservés uniquement aux hommes. Clarisse Article.
C'était difficile, voire impossible, de trouver une femme exerçant ce genre d'activité quelques années auparavant. Or, les sciences et les technologies constituent des secteurs assez innovants qui facilitent le progrès économique et social auquel aspirent les États africains. Au Togo, la tendance commence à se renverser. Que ce soit dans les technologies de l'information, les télécommunications, l'ingénierie, la mécanique et autres, les femmes sont de plus en plus présentes grâce aux actions du gouvernement, de la société civile et différents acteurs de développement. Bien qu'avec les efforts de tous les acteurs, État, société civile, secteur privé et les familles, les femmes et les filles avancent progressivement dans les sciences et les technologies, elles restent encore trop peu nombreuses dans ces secteurs alors qu'elles ont la pleine capacité d'y exceller. Pour un Togo qui se développe plus vite en utilisant les talents scientifiques et technologiques de tous ses fils et de toutes ses filles, il nous faut chacun contribuer à faire avancer l'éducation des filles et la carrière des femmes dans les sciences et les technologies. C'est à cela que le ministère de la Promotion de la Femme appelle tous les acteurs à l'occasion de la 52e Journée internationale de la femme africaine, dont le thème est le rôle des femmes et des filles dans l'éducation, les sciences et les technologies en vue d'une renaissance africaine. Au rang des différentes mesures mises en œuvre, le Togo dispose de 2 lycées scientifiques où on dénombre 84 filles sur 244 élèves. Un quota minimum de 25% est actuellement accordé aux filles lors des recrutements au lycée technique. Les filles les plus méritantes dans les filières scientifiques ainsi que les femmes professeurs de mathématiques bénéficient d'accompagnement. Cette journée nous offre l'opportunité pour célébrer des femmes pionnières dans les sciences, telles que la professeure Glito, doyen honoraire de la faculté des sciences, récipiendaire du prix africain scientifique Nkrumah 2013, et la professeure titulaire Kissem Tchangaiwala, commandeur des palmes académiques, qui ont percé dans ces domaines scientifiques. La question de la promotion de la gente féminine dans les filières scientifiques et technologiques sera largement abordée ce 31 juillet, Journée internationale de la femme africaine. C'est une problématique assez pertinente que les acteurs de la promotion de la femme ont choisi de toucher du doigt en vue d'impulser la pleine réalisation du potentiel des filles et des femmes pour accélérer davantage le développement dans les États africains. C'est communiqué pour finir. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les titulaires du baccalauréat deuxième partie, session de juin 2014, âgés de 23 ans au plus, ayant les mentions très bien, bien ou assez bien et désireux de poursuivre leurs études supérieures au Maroc, qu'ils peuvent déposer leur dossier de candidature à la direction des bourses et stages les jeudis 31 juillet et vendredi 1er août 2014. Les dossiers devront comporter les pièces suivantes: une copie de l'acte de naissance, une copie du certificat de nationalité, une copie du relevé de notes au bac 2 et une lettre de motivation. Pour les candidates et candidats de l'intérieur du pays, la transmission des dossiers par fax au numéro 22 22 07 83 ou par email au dbs togo@yahoo.fr est accepté. Le nombre de places étant limité, seuls les candidates et candidats dont les dossiers sont retenus seront convoqués. Le communiqué signé Octave Nikwe Broum, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La direction générale de la compagnie Énergie électrique du Togo s'est informé son démarche clientèle qu'en raison des travaux de maintenance sur ces ouvrages électriques, la fourniture du courant électrique sera interrompue dans les zones et localités selon le programme ci-après. Jeudi 31 juillet 2014, de 8h30 à 14h, le quartier, toute la zone Agbalé-Pédogan, les quartiers situés dans la zone Agbalé-Pédogan. Le vendredi 1er août 2014, 8h30 à 14h, les quartiers situés dans la zone du dispensaire d'Agonivé, puis ceux situés dans la zone de Kakaveli. Samedi 2 août 2014, 8h30 à 14h, zone portuaire
dimanche 3 août 2014, 8h à 13h. D'autres quartiers situés dans la zone portuaire. À cet effet, la CET recommande toujours que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale présente ses excuses aux clients des zones et localités concernées par le désagrément et les remercie pour leur compréhension. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes mercredi. Vous avez rendez-vous à 21h avec Gerson Deveau dans l'émission Expression. Ce soir, il sera question de l'écriture dans le roman Le Trophée de Cristal. Expression à suivre donc avec Gerson Deveau et ses invités dans quelques instants, dans une vingtaine de minutes. Merci. Voici le rappel des titres pour nous séparer. Journée diplomatique marathon ce mercredi au palais de la présidence de la République. 7 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo ont remis leur lettre de créance au chef de l'État. Les autorités gouvernementales du Togo en état d'alerte maximale face à la menace de la maladie à virus Ebola. Le Premier ministre a visité ce matin l'un des dispositifs de prise en charge mis en place par les responsables sanitaires pour écarter tout risque de propagation de la maladie en cas d'apparition dans le pays. Enfin, la maire constate d'une délégation des ministères des Travaux publics et des Transports et de l'administration territoriale en visite sur le chantier de construction du grand contournement de Lomé. Des riverains dénués de tout sens de civisme posent des actes susceptibles de nuire gravement à la circulation et à la qualité de la voie.